nous avons choisi de nous placer pour faire le travail de l'action société civile, la défense donc des intérêts citoyens. Et l'action société civile, ce n'est pas une action contre le pouvoir. Ce n'est pas une action aussi pour s'inférer au pouvoir, mais c'est une action d'accompagnement du peuple dans les préoccupations qui sont les siennes. Et ce faisant, il peut arriver que les organisations dites de la société civile soient du même côté que le pouvoir lorsqu'il vient à prendre des initiatives qui sont favorables au peuple, ou alors se retrouver en face du pouvoir lorsque le pouvoir entreprend des initiatives qui peuvent être de nature à, et bien entendu, à faire mal au peuple. Et c'est dans ces conditions que nous nous sommes retrouvés et en train de mener des actions que nous avons pu faire en 1900, j'allais dire en 2000, à partir de 2005 de manière très précise. Et ces actions-là, à l'issue de leur réalisation, nous avons été amenés à trouver des passerelles de conclusion commune avec le gouvernement pour trouver la voie d'action qui va permettre de régler les préoccupations qui étaient là en ce moment. Le gouvernement à l'époque avait développé une initiative qui était celle de revoir la loi des finances rectificatives 2005, la loi des finances. Et dans le cadre de cette révision, le gouvernement avait envisagé des mesures que nous avons trouvées déplacées et qui n'étaient pas bien à propos. Et ces mesures-là qui n'étaient pas bien à propos, donc à l'époque, nous les avons discutées avec la partie gouvernementale, avec le gouvernement qui a accepté d'écouter. Et c'est important, j'insiste sur l'écoute. Le gouvernement de l'époque, sous la houlette de Tanja, a accepté d'écouter les citoyens que nous étions, de ne pas nous prendre comme des ennemis ou de ne pas nous prendre comme des gens qui n'ont pas le droit de formuler des préoccupations à l'intention du gouvernement, en considérant que c'est eux qui ont été élus, c'est eux qui ont été investis, c'est eux qui sont sous le mandat et que nous, on n'a pas le droit de venir même les faire des observations ou de faire des reproches ou de faire des critiques et que c'est eux qui ont des comptes à rendre au peuple. Ce qui n'était pas en réalité le sens du contenu de la démocratie que nous avons choisi de mettre en œuvre dans notre pays. Et c'est dans ces conditions-là, quand nous avons pu faire ce travail-là, nous avons formulé des suggestions, on a dit que tel aspect n'est pas bon, mais voilà des propositions que nous formulons. Et le gouvernement, à l'époque, a accepté de nous écouter. Et en acceptant de nous écouter, il a pris en charge ces revendications, ces propositions qu'on a formulées. Et Dieu merci, ces propositions-là, quand le gouvernement les a actées et les a mis en œuvre, alors elles ont créé les conditions de permettre à notre peuple de trouver des voies pour respirer. Et aujourd'hui, et s'il y a quelque chose que moi je retiens de mes presque, je vais dire 40 ans d'expérience de lutte citoyenne dans laquelle on s'est retrouvé depuis notre jeune âge, je retiens que le président Tanja, parmi tous ceux que nous avons eu à rencontrer, il a été l'un de ceux qui ont fait preuve d'avoir bien compris c'est quoi la démocratie et d'avoir accepté d'être ce démocrate qui respecte la volonté du peuple. Et c'est dans le cadre de respect de cette volonté du peuple que quand nous, à partir de 2008, nous nous sommes rendus compte qu'après avoir fait ces suggestions que le gouvernement a mis en œuvre, qui nous ont conduit à élaborer le code minier de 2006, le code pétrolier de 2006, et ensuite, plus tard, chercher des partenaires et essayer de les aborder pour faire en sorte qu'on puisse et mettre en œuvre ces recommandations-là, on a vu que le pays était dans une voie de l'envol. Donc on a estimé qu'il n'y avait pas lieu à ce que la situation se conclue comme ça. Comment face au développement futur de notre pays, on peut envisager une approche qui peut rendre possible que la situation dans notre pays ne puisse pas se conclure avec les formats qu'on avait déjà, qui consiste à dire, bon, on a une constitution qui prévoit 2 mandats limitativement définis et ensuite avec un contenu en termes de taille qui était limité.
Donc ça a été le débat que nous avons formulé. Nous, à l'époque, on avait suggéré l'idée de trouver un moyen qui va nous permettre de pouvoir formuler ces réflexions, même si c'est pour conclure ça avec un grand forum national, pas forcément genre la conférence nationale, mais un forum d'entente entre les citoyens où on va poser le débat pour dire que face à la situation telle qu'elle est en train de s'annoncer, comment nous allons nous entendre et nous organiser pour éviter que nous puissions perdre une possibilité qu'on avait. Parce que l'avantage que le président Tanja avait par rapport aux autres acteurs, c'est que le président Tanja avait la conscience de ce que il est, de son âge là, il est pratiquement dans une posture où, comme il l'a dit à Difa, il ne lui reste plus qu'à s'investir pour le peuple et à donner, y compris sa vie, pour accepter de faire en sorte que les initiatives qui peuvent aller dans le sens d'arranger le peuple, quel que soit le prix, il était d'accord. Et c'est ça l'esprit de son testament là qu'il a fait à Difa en 2009, lorsqu'il y a eu la, comment vous appelez ça, la journée, la fête tournante et du 18 décembre de 2009, à l'occasion de laquelle il a saisi l'occasion pour justement faire son discours là qu'il a fait, qui est resté son dernier discours officiel en tant que président de la République. Maintenant, lorsque le problème a commencé à être posé, du point de vue historique, c'est bon de le savoir. Alors, nous étions là en 2008, quand les idées ont commencé à effleurer l'esprit des gens, lorsque il était question, après la pose de la première pierre du barrage de Kandaji. À cette date, ça a donné aussi à d'autres personnes des idées dans la tête. Ce jour-là, la date du 3 août 2008. Après cette pose de première pierre du barrage de Kandaji, il était question de faire la pose de la première pierre de la construction de la Soraz. Soraz, c'est la société de raffinerie de Zander. Donc la raffinerie de quoi? Raffinerie du pétrole. C'était le 27 octobre 2008. Et à cette occasion, un certain nombre de compatriotes avaient dit que eux, ils pensent qu'au regard de ce qui est en train de se passer, pourquoi ne pas trouver un mécanisme qui permettrait au président Tanja de briller un troisième mandat, lui permettant de continuer l'exécution de ses projets salvateurs qu'il a déjà commencé. Ça veut dire qu'ils étaient conscients que la Constitution a dit qu'il n'y a pas de troisième mandat. Conformément aux dispositions de l'article 36 de la Constitution de l'époque du 9 août 1999. Après, à l'occasion de cette activité-là, le président a eu vent de la volonté de certains citoyens de vouloir s'habiller avec un t-shirt où sera écrit Baba Tazarchi. Il a appris l'information, il a donné des instructions à son ministre de l'Intérieur à l'époque. C'était le ministre d'État Albadé qui était ministre de l'Intérieur pour lui dire d'arrêter ça et d'empêcher aux gens d'utiliser ces t-shirts-là. Ça veut dire que lui, il n'était pas demandeur et il n'était pas celui qui avait demandé de faire ça. Donc le 27, les gens sont venus, ils ont fait la pause, c'était fini normalement. Mais néanmoins, eux, ils continuent à tenir à leur idée. 2 jours après, ils ont organisé maintenant une manifestation pour dire qu'il s'agit de... C'est pour remercier le président Tanja d'avoir choisi de faire implanter la raffinerie à Zander. Donc, en tant que ressortissants de Zander, ils se sont tous mobilisés pour dire que voilà, ils remercient le président d'avoir fait ça. Parce que justement, en implantant la raffinerie à Zander, c'est quelque chose de très important
pour la région de Zander et pour Zander, pour la ville de Zander. Le résultat est sur le terrain. Désormais, les gens comprennent exactement ce pourquoi cela avait été fait à l'époque. Peut-être au moment des faits, ce n'était pas tout à fait visible pour tout le monde. Mais aujourd'hui, les gens savent que Zander a totalement métamorphosé, elle a totalement changé en raison justement de l'implantation de la raffinerie dans cette région et en réorientant tous les gens qui vont faire, qui pourraient aller s'approvisionner et comment on appelle ça, à la raffinerie. Donc ça fait des activités économiques démultipliées qui ont pu se faire et se développer aujourd'hui à Zander. Maintenant, quand cela avait été dit, 2 jours après, quand ils ont fait ce meeting-là, à l'occasion de ce meeting, c'est à ce moment-là que certains de ceux qui avaient l'intention de le faire le 26 et le 27, qui n'ont pas pu le faire, ils sont maintenant sortis pour dire qu'il faut qu'on trouve le mécanisme qui permet au président Tanja de briguer un 3e mandat, c'est-à-dire Tazarchi, de continuer à exercer le pouvoir. Voilà l'idée. Maintenant, après Zander, tout de suite, c'est Agadez qui a pris. Après, c'est d'autres localités. Bon, ça a commencé à faire du bruit. Les gens ont un peu temporisé. On était courant le mois d'octobre-novembre. Et il y a eu un peu un fléchissement. Et à la fin, après la fête tournante du 8 décembre, du 50e anniversaire et aussi de la République ici à Niamey et la fête tournante à Tillabéri, les gens qui revenaient de Tillabéri ou parmi lesquels il y avait une partie de la délégation aussi de ces régions-là, ils sont venus à profiter du 4e anniversaire à commémorer de l'investiture du président Tanja. À cette occasion, ils ont organisé ici à Niamey et à la place de la concertation un meeting au cours duquel les gens ont fait ce qu'ils ont appelé appel du peuple. Cette fois-ci qui est différent de ce qui a été fait par les citoyens des autres régions, notamment avec le début à Zander. Maintenant que cela avait été fait, le 22 à Niamey, et à cette occasion, les gens ont profité pour dire leur appel du peuple, ce n'est pas forcément pour parler de 3e mandat, mais c'est de trouver un mécanisme, eux aussi, c'est ça qu'ils ont dit, trouver un mécanisme qui permet de prolonger le mandat de toutes les institutions pour une période de 3 ans. Entendu que selon eux, les 3 ans là devaient permettre d'achever au moins quelques chantiers qui étaient démarrés. Mais évidemment, tout de suite, ça a fait du bruit. Les gens n'étaient pas d'accord avec cette formule, y compris nous. Nous n'étions pas d'accord avec ça. Parce que nous n'étions pas d'accord qu'on valide que l'Assemblée va rester encore pendant 3 ans. Parce que nous étions en train de reprocher à l'Assemblée nationale d'avoir eu à faire des délibérations pour se donner des avantages indus. Et pour ça, on était contre que cette Assemblée continue. Même si aujourd'hui, on se retrouve avec pire que ça, au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, donc, quand il y a eu cette situation-là, ça a provoqué chez nous, au niveau de la société civile, la création d'un cadre qui avait vu le jour spécialement pour dénoncer ça. Et ça a vu le jour le 30 décembre avec la création de ce qu'on a appelé Front Uni pour la sauvegarde de la démocratie FUSAD, et qui avait été mis sous la responsabilité de camarade de Mouva Amadou pour diriger ce front-là à partir du 30 décembre. Maintenant, quand on a fait ça, il y a eu un tassement durant toute la période de janvier-février, parce que justement au sein du MNSD, il y avait des problèmes. Au sein du MNSD, il y avait des problèmes. Le MNSD, qui est le parti en fait duquel le président était issu, il y en avait des gens qui n'avaient pas la même lecture que les éléments de base là qui étaient en train de plaider pour qu'on trouve un mécanisme dans tous les cas qui permet au président Tanja de continuer à rester au pouvoir et à pouvoir assumer l'exercice du pouvoir pour finaliser les chantiers dont on a parlé. Ça, c'est le discours ambiant
de l'époque. On était là, le MNSD a fait la mutation à son sein, où le président le président Hamma qui était en prison avait été remplacé par, comment il s'appelle, par Seyni Omar, et Salah Habi a été remplacé par Albadi Abouba, à Zander, à l'occasion d'un congrès qui avait été fait. Donc à cette occasion, quand cela a été fait, on était le 11 février 2009. Donc ça bouillonnait au sein du MNSD. Ça c'est l'affaire du MNSD. Maintenant nous, on continue en tant que société civile dans notre démarche, on continue notre combat. Et on était là quand Kadhafi était arrivé. Kadhafi est arrivé au Niger le 14 mars. Quand il est venu le 14 mars, avec les derniers otages, et en venant dire au président Tanja que lui, désormais, il ne va plus se mêler de ces affaires-là. Il a déjà dit à tous ces gens-là qui viennent l'amener à intervenir dans nos différents pays et faire contribuer à certaines formes de déstabilisation. Il a demandé à chacun d'aller dans son pays, celui qui veut faire de la politique, et n'a qu'à aller chercher un parti politique, rentrer et se faire élire. Mais lui, désormais, Kadhafi ne va plus faire ça. Et c'est comme ça qu'il a amené les 6 derniers otages qui étaient entre les mains du MNJ. Et il avait demandé aux gens du MNJ aussi de partir. Donc c'est comme ça que la question du MNJ avait fini par trouver son épilogue, pratiquement. Et maintenant, quand cela avait été fait, c'est important, ce rappel que je vous fais, c'est pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres, pour que les gens comprennent d'où est-ce qu'on est parti. Et pourquoi c'est arrivé comme ça. Maintenant, on était là, quand Kadhafi devait quitter, Kadhafi avait fait son plaidoyer, il a fait sa conférence avant de partir. Et il avait dit lui-même, il avait considéré qu'avec la manière dont le président Tanja était en train de travailler, il se demande quand Tanja lui a dit mais son mandat c'est pratiquement bientôt, il dit mais lui il ne comprend même pas cette affaire, cette forme de démocratie que nous, occidentale là qu'on est en train de faire, voilà. Et il a parlé dans son point de presse et il a dit que lui il pense que d'ailleurs ça doit être reboulé parce que chez lui il utilise le livre vert, il utilise la démocratie selon leur manière de faire, qui est différent de notre forme de démocratie à l'occidentale. Donc quand il a fait ça, personnellement, je suis intervenu sur la radio Amfani le 19 mars, la veille d'une manifestation qu'on a prévue pour dénoncer justement l'Assemblée. Et j'ai profité de l'occasion pour répondre à Kadhafi qui avait plaidé pour qu'on mette de côté la Constitution et que chez lui, d'ailleurs, c'est les populations qui décident. Donc on l'a dit, dans mon intervention, j'ai dit non, on ne peut pas, ça c'est notre organisation ici. Mais lui, ce qui se passe chez lui, c'est différent de chez nous. Et donc ça ne va jamais pouvoir être la même chose que ce qu'on fait chez lui, qu'on va faire ici. Maintenant, il y a toujours des formules, le peuple reste le souverain. Maintenant, après le 20 mars, une semaine après, c'est en ce moment que Sarkozy était arrivé. Quand Sarkozy est arrivé le 27 mars, lui, Sarkozy est venu le 27 mars pour demander son affaire de Imou-Arène. Quand il a obtenu le principe de l'accord de Imou-Arène, alors Sarkozy avait décidé de rencontrer lui-même les membres du CNDP. Je ne sais pas si vous étiez là-bas, M. Momalo. Et à cette occasion de la rencontre des gens du CNDP, il a rencontré en même temps le chef de file de l'opposition à l'époque, qui était Mahmoud Issou. Et il a dû plaider pour la stabilité par rapport à ça, et qui sous-entendait que les gens trouvent une formule pour qu'on continue à trouver la réponse au mécanisme dont on est en train de parler. Finalement, à la fin de cette visite de Sarkozy, une conférence de presse a été faite à l'hôtel Gawé. Et à cette occasion, tout le monde a entendu ce que le président Tanja a dit. Il a dit que lui, il ne va pas toucher la Constitution, il ne va pas faire ceci, il ne va pas faire cela, et que lui, il est un soldat. Tout ce que les gens là demandent, ça ne le regarde pas, ça regarde l'Assemblée, ça regarde le peuple lui-même. Mais lui, en tant que soldat, il reste un soldat, il est à la disposition du peuple. Si le peuple a besoin de le retenir, il reste un soldat. Si le peuple décide que ce n'est pas le cas, le 22 décembre, c'est la fin de son mandat, la table est desservie, allez, il faut partir. C'est ça qu'il a dit. Maintenant, quand il a dit ça, tout de suite, les gens avaient entendu
que voilà, lui-même a dit, bon, c'est une affaire du peuple et de l'Assemblée. Bon, le peuple a commencé à se manifester. Pour dire que, ah, si c'est le cas, donc nous, peuple, on va dire, on veut qu'on trouve un mécanisme pour qu'il reste. Et c'est en ce moment-là que le chef de file de l'opposition est allé à la rencontre du président Tanja à l'époque, le 7 avril, date de leur rencontre, et il lui a dit ouvertement, il lui a posé la question de savoir concrètement tout ce qui se dit là, c'est quoi son opinion. Le président Tanja a dit non, lui il est président de la République. Lui il est le chef de l'État, il a un serment qu'il a fait et il entend respecter son serment. Donc, comme il a dit, il entend respecter son serment, lui il sait ce que ça veut dire respecter son serment. Respecter son serment, c'est aussi l'obligation que le président de la République a d'écouter les citoyens, d'écouter les nouvelles aspirations du peuple et de ne jamais les trahir ou les travestir. C'est aussi ça que le serment du président veut dire. Alors, quand cela a été dit, le président Issoufou n'était pas content. Il est sorti dehors et évidemment, il a mobilisé sa troupe. Et le 12 avril, ils ont fait une déclaration à l'occasion de laquelle c'est Massaoudi qui avait lu la déclaration où ils nous ont traité de bandes de camaria, de parvenus qui sont ceci, qui sont cela, et qu'on était en train de faire des business illégaux. C'est pour cela qu'on veut le continuer et c'est pour cela que les gens étaient en train de... Mais en ce moment-là, ils ne parlaient pas de nous précisément. Ils parlaient de ceux qui étaient en train de parler de ça parce qu'il y avait le Mounasso Irgaba, des partis politiques, qui était chapeauté par les Kazelma et d'autres petits partis qui étaient avec lui. Et de l'autre côté, ceux qui ont réclamé qu'on trouve un mécanisme pour briguer un troisième mandat. Nous étions le 12 avril. Maintenant, à partir du 12 avril, là, quand ils ont fait leur déclaration, ils ont annoncé qu'ils vont désormais s'engager aux côtés des gens qui combattent le Tazarch. C'est comme ça qu'ils ont programmé la journée du 9 mai pour la première journée anti-Tazarch à Niamey. Maintenant, quand ils ont dit qu'ils vont faire la première journée à Niamey, ils ont en même temps décidé donc qu'ils vont mobiliser la ville de Niamey. Pour mobiliser la ville de Niamey, ils avaient dit qu'ils vont faire des meetings dans les quartiers. C'est comme ça qu'ils ont commencé un premier meeting dirigé par Issouf Mahamadou lui-même à Lazare. Et par la suite, il a laissé les autres continuer, notamment les Massaoudou. C'est ça, c'est dans le cadre de ces genres d'activités que Massaoudou est arrivé dans un quartier à dire que, d'ailleurs, le pétrole dont on a parlé, c'est du mensonge. Eux, ils sont des ingénieurs géologues et que eux, ils savent que c'est pas du pétrole exploitable au Niger, c'est de l'eau, c'est ceci, c'est cela. Et puis c'est parti. Même si plus tard, il a voulu faire des dénégations pour dire qu'il n'a jamais dit ça. Bon, je l'avais dit le jour même, il est venu à le dire. J'ai dit, bon, si tu dis que tu n'as jamais dit ça, je sais que tous ceux qui sont ici l'ont entendu. Ça veut dire que tu es le seul à ne pas l'avoir entendu. Donc, ça veut dire que tu n'étais pas dans tes états normaux le jour où tu as parlé. C'est clair, c'est ce que ça veut dire. Donc, maintenant, quand on a évacué ça, maintenant, à partir du moment où ils ont lancé leur volonté de faire la journée anti-Tazarch, c'est en ce moment-là que le président Tanja avait un programme à Agadez de lancement de la pose de la première pierre de Imouaren le 4 mai à Agadez. Le mardi 4 mai à Agadez. Et le mardi 4 mai à Agadez, donc on a fait la pose de la première pierre à Agadez, enfin pour Imouaren. Et puis, à l'occasion, les journalistes français qui étaient venus avec Anne Vergent, du journal Libération, ont posé la question au président Tanja. Cette affaire politique-là, comment ça va se dénouer? Justement, à cette occasion, le président Tanja avait dit qu'il va recourir au référendum pour faire appel au peuple pour que le peuple départage les uns et les autres. Donc le mercredi 5 mai, le journal Libération est apparu avec à la une, le président Tanja du Niger a décidé de recourir au référendum. Mais référendum sur quoi? Ça, c'était la question. Parce qu'on savait que la Constitution est claire, celle du 9 août 1999, et une révision de cette Constitution
ne peut faire l'objet d'un référendum, particulièrement sur ces deux points-là. Donc, on était curieux de savoir c'est sur quoi le référendum va porter. En ce moment, le ministre Ben, qui était porte-parole du gouvernement, avait prévu de faire un point de presse. Mais il fallait pour clarifier ce que le président a voulu dire. Maintenant, votre serviteur qui vous parle à l'instant a participé à un débat le jeudi 6 mai sur la télévision Canal 3. Et à cette occasion, le débat a été fait, il y avait un représentant du MNSD, un représentant de Tarea, un représentant de CDS Rama. Il y avait ces trois-là, plus moi. Et le débat était en train de se faire. Les gens ont dit, bon, maintenant le président a dit qu'il va faire un référendum, mais c'est sur quoi? Comment ça va se faire? Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas ceci, ce n'est pas possible. Maintenant, quand ils ont fini de parler, eux, les politiciens, moi, en tant que citoyen, acteur de la société civile, défenseur des droits de l'homme et promoteur de la démocratie dans notre pays, je leur ai dit non. Quand on pose le problème en termes de trouver un mécanisme, ça veut dire qu'on sait déjà que du point de vue de l'existant, il y a quelque chose. Et mais on demande de trouver un mécanisme. Et ceux qui l'ont dit, on dit qu'ils s'adressent à toute la classe politique, aux acteurs de la société civile, à tout le monde, pour qu'ensemble, les gens, au regard de l'enjeu qu'eux, ils considèrent important, il y a lieu de trouver un mécanisme qui permet de régler ce problème-là, de la possibilité que M. le Président Tandja Mamadou puisse continuer à exercer les pouvoirs. Donc, on a constaté tous ensemble qu'en vertu de la constitution de la 5e République, il n'était pas possible de trouver une réponse à cette question. Mais cela ne veut pas dire que la solution n'existe pas. Et c'est en ce moment-là que moi, en tant que membre du Code, on avait créé en 2000 un collectif qu'on a appelé Collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de promotion de la démocratie. Donc notre rôle de promoteur de la démocratie, chaque fois dans l'action que nous menons, nous amène à donner des éclairages aux gens pour tenir compte de ces enjeux-là. Et c'est en ce moment-là que je l'avais dit, oui, il est bel et bien possible, mais à condition que on procède à la refondation de la République, c'est-à-dire changer la Constitution à respecter le principe de la démocratie pluraliste, aux droits de l'homme tels que proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et justement, dans cette Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il a été reconnu des droits au peuple. Et ces droits-là, c'est le droit à disposer de lui-même, le droit à changer son orientation politique, le droit à changer sa constitution et le droit à disposer de lui-même. C'est ça les droits du peuple. Alors si le peuple a le droit de changer la constitution, et que c'est prévu dans la constitution du 9 août 1999, qui dans le préambule a reconnu, a intégré, a pris acte et a pris en compte la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui peut dire que c'est illégal d'engager une opération de changement de constitution? Personne. Donc, changer la constitution sous la 5e République était légalement possible. Et c'est en vertu de ça que nous avons dit ce que nous avons dit, non pas parce que nous étions tazartistes ou nous sommes devenus tazartistes, comme les gens ont dit, mais parce que c'est ça que la loi dit. Et c'est notre devoir de ne pas garder silence et de ne pas refuser de dire ce qui doit être dit, pour que si les gens sont capables d'organiser un référendum pour changer la Constitution, parce que la Constitution aussi, on a dit dans la loi qui fait recours au référendum, c'est la loi 2004-046 du 16 juin 2004, qui dit les conditions du recours au référendum. À son article 6, il est dit clairement que pour changer la Constitution, il faut faire un référendum. C'est l'article 5 de cette loi-là. Et si on doit faire le référendum, ça veut dire que vous voyez-vous, aller au référendum pour changer la Constitution, ce n'est plus à l'Assemblée qu'on peut changer la Constitution. Donc à l'Assemblée, on n'a pas la solution au problème à l'époque. C'est uniquement entre les mains du peuple
que la solution se trouvait. Aller au référendum. Et c'est en ce moment-là que vous avez vu les gens ont commencé à dire non, on ne peut pas faire le référendum. Ce n'est pas normal. C'est un référendum anticonstitutionnel. C'est ceci, c'est cela. Alors que c'est faux. Jusqu'à aujourd'hui, je maintiens qu'on peut changer la Constitution. On peut changer la Constitution. Et le président de la République, c'est lui seul, à l'époque de la Constitution du 9 août 1999, c'est le président de la République, la Constitution le dit à son article 49. C'est écrit en français facile. Même un élève du CM2 peut comprendre. Peut-être pas le CM2 d'aujourd'hui. Mais un élève du CM2 peut comprendre quand on dit que le président de la République, il peut, article 9, c'est le président de la République qui peut soumettre à référendum tout texte qui lui paraît devoir requérir la consultation directe du peuple. Mais un texte pour une nouvelle constitution, c'est un texte, non ou pas? C'est bien un texte, non? Alors, pourquoi les gens vont estimer qu'un texte d'une nouvelle constitution n'est pas un texte et qu'il ne fait pas partie des textes qu'on peut soumettre à référendum? Si le peuple est d'accord, on a une nouvelle constitution. Si le peuple n'est pas d'accord, ça devient bien pour les tiroirs. C'est ça la réalité. Et c'est ça le droit. C'est clair et net, c'est ça le droit. Et nous avons balancé ce papier, cette réflexion partout dans le monde. Il n'y a qu'au Niger où nous avons assisté à des juristes qui ont estimé que ce n'est pas possible de recourir au référendum pour changer une constitution et permettre au peuple d'être l'arbitre. Et que les gens estiment qu'en démocratie, on ne peut pas faire recours au peuple. Ici au Niger, on a vu ça. Et nous avons vu que la Cour constitutionnelle à l'époque avait accepté de jouer le jeu pour des raisons qu'un jour on va vous révéler. Aujourd'hui, ce n'est pas peut-être pertinent ni opportun pour ne pas monopoliser la parole. Donc, c'est très important de reconnaître, voilà comment la problématique de refondation de la République a été lancée dans l'espace public. Et maintenant, les motivations, les arguments, pour nous, à notre niveau en tant qu'acteurs de la société civile, nous étions de ceux qui ont pensé que oui, il était question de changer la Constitution, de la modifier pour donner une nouvelle orientation à notre gouvernance, de manière à ce que nous puissions affirmer notre souveraineté et notre indépendance dans le choix de nos partenaires de coopération, dans la définition de nos politiques publiques, dans la diversification de nos partenaires, et que nous soyons dans une posture où nous serons en mesure de faire en sorte que plus jamais ça ne sera plus comme avant et qu'on ne soit pas dans la situation de nous retrouver avec ce qui a fini même par arriver. Parce que vous avez vu, alors qu'on a parlé d'affirmer la souveraineté et l'indépendance, les gens ont accepté de nous inféoder pour accepter que nous redevenons une nouvelle colonie avec des forces d'occupation qui sont venues s'installer chez nous. Et ce sont ces gens-là qui ont prétendu être des démocrates. Et j'ai entendu que ces gens-là, pendant longtemps, ils font un procès injuste à l'équipe de Tanja, sous la houlette de son grand frère, le général de division Sénéconchi. Oui, les gens leur ont fait un mauvais procès pour dire que non, que le coup d'État qu'on a fait le 15 avril 1974, c'était pour s'inféoder davantage à la France et puis être dans la posture de créer les conditions pour qu'il continue à demeurer toujours et à la solde de la France. Ce qui n'était pas vrai. Et les actes sont là pour le prouver. C'est avec Kounché, leur équipe de Tanja, Tanja c'est le plus jeune d'entre eux à l'époque, dans les 12 membres du CMS, c'est eux qui ont décidé de chasser la Chine de Formose et la Chine Taïwan pour reconnaître la Chine populaire de Mao. À l'époque, Mao était vivant. Alors, qui dit mieux parmi les gauchistes? Qui dit mieux?
Ensuite, à l'époque, c'est bien l'équipe de Kounché qui a chassé l'armée française qui était ici, dans ce camp-là. Et l'autre camp, c'est les deux. Camp 6e et camp Leclerc. C'est les deux qui étaient sous la houlette de la France. Donc ça, c'est le camp Leclerc qui est devenu camp Bagaji Iya. Et puis ici, le camp 6e, c'était aussi, qui est devenu le camp Garba Hassan là. Et que beaucoup de gens même n'appellent plus Garba Hassan. Mais en fait, c'est le nom là, il s'appelle camp Garba Hassan. L'autre, Bagaji Iya, c'est des soldats qui ont pu être malheureusement neutralisés dans la situation. Et on a voulu, pour les immortaliser leur vie, on a fait ça. Donc c'est pour vous dire, que par rapport à ce rappel que j'ai fait, pour que les gens comprennent l'enjeu, pour que les gens comprennent le sens, les gens pour eux, on doit faire la refondation parce que avec Tanja, il est possible, si on arrive à le retenir, même pour quelques années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, un mandat, ça permet au pays de pouvoir consolider les acquis du combat qui a été déjà commencé lorsque on a été amené à changer ces textes-là et à engager le processus qui a permis de faire certains chantiers. Notamment, les textes, c'est quoi? C'était le code minier de 2006 et le code pétrolier de 2006, dans lequel on a dégagé de nouvelles formules. Et comme le ministre même qui était là à l'époque, on ne peut pas continuer un pays qui a 1 267 000 km², où il n'y a aucun kilomètre carré qui n'a pas quelque chose d'important en termes de richesse, de surface comme du sous-sol. Et que c'est ce pays-là que les gens veulent maintenir dans la logique de la mendicité, pour continuer à tendre la main, toujours tendre la main, continuer toujours à tendre la main, ou à aller prendre des dettes qu'on va dépenser comme ce que nous avons aujourd'hui en termes d'héritage qui nous a été laissé. Et après les événements du 26 juillet là, on a appris que c'est ça. Donc voilà moi ce que j'ai voulu dire comme information que j'ai et comme raison qui était les nôtres, qui ont expliqué c'est pourquoi nous avons continué à dire qu'il faut faire la refondation. À travers les interventions que chérissait le président à l'époque, à savoir l'aménagement du territoire et le développement communautaire. Et au niveau du développement communautaire, c'était surtout le programme spécial qui n'est rien d'autre qu'un programme de développement à la base. Qui dit développement à la base dit la création d'un paquet minimum d'intervention au niveau de chaque village, que ce soit dans le domaine social ou que ce soit dans le domaine de la production. Et la vision, c'était d'améliorer un tant soit peu les conditions de vie du monde rural qui représente plus de 80% de la population nigérienne. Donc c'était sa philosophie et c'était son bébé. Alors comme je n'ai que 15 minutes, je vais essayer de ramasser de façon succincte quelques domaines d'intervention clés et pour lesquels vers la fin de l'année 2009, après le référendum, il y a eu des innovations qui ont été enclenchées pour améliorer ces interventions-là. Quand je prends par exemple les cases de santé, à tout honneur, tout seigneur, puisque je suis médecin du domaine, il a été construit des cases de santé au niveau de presque tous les départements du Niger et les communes. Et en son temps, il y avait des opposants qui disaient que c'était des espaces de balade pour les ânes. Or, selon Tanja, qu'est-ce qui a amené à dire qu'il voulait une case de santé au niveau de chaque village? C'était pour permettre aux paysans, quand il avait mal à la tête, qu'ils puissent avoir des médicaments qui vont le soulager. Si c'est la fièvre, au même titre qu'un citadin, qu'il puisse également se référer vers un centre de soins pour également calmer sa fièvre. Et si c'est une plaie, qu'on puisse la soigner.
Il sait que ce n'était pas la qualité, mais c'était envisagé. Quand on regarde également le domaine de l'autonomisation des femmes, plusieurs centaines de millions ont été distribués à travers également le Niger. C'était certes un montant dérisoire, mais les femmes étaient contentes parce qu'elles arrivaient à créer des activités génératrices de revenus qui leur permettent de vaquer et de prendre soin de leur famille. Et cela sans aucun intérêt après un an d'activité, et les sommes étaient recollectées et redistribuées à d'autres. Au niveau également d'autres secteurs, il y avait la distribution des vaches laitières, dont beaucoup de femmes en ont profité, et également les chèvres rousses au niveau de la région de Maradi. Et à travers plusieurs témoignages, les femmes également ont remercié le président par rapport à ces gestes qu'il a fait à leur endroit. Il y avait également la chirurgie foraine, puisque ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer pour venir au niveau de certaines formations sanitaires spécialisées. Alors des équipes étaient constituées pour sillonner le pays et pouvoir offrir des interventions appropriées aux patients qui étaient dans des contrées reculées. Il y avait également un autre secteur, c'était l'appui aux jeunes qui étaient désœuvrés au niveau rural. Et la trouvaille était qu'on puisse leur trouver des activités qui vont les occuper et les empêcher d'aller vers l'exode rural. Et ça s'est fait à travers la récupération des terres. Et au lieu du food for work que certaines ONG nous donnaient ici, Tanja a dit non, on va leur donner de l'argent. Quand ils vont travailler, ils vont mettre dans leur poche et acheter ce qu'ils veulent avec cet argent-là. Et ils n'étaient pas d'accord que des ONG viennent nous imposer un travail au lieu de rémunérer avec de l'argent, on donne ou du blé ou du riz dont on sait quel circuit il a pris pour parvenir chez nous. Et déjà en 2009, le temps était donné. Il nous avait demandé d'écrire à toutes ces ONG qui étaient au niveau national pour que chacun dise voilà le montant exact qu'ils arrivent à mobiliser pour le pays, et dans ce montant-là, quelle est la proportion des investissements et quelle est la part qui est réservée au fonctionnement. Et il m'a dit, Saoudé, tant que le fonctionnement va dépasser les investissements, on n'en veut pas que les gens retournent ailleurs. Et ça, on l'avait commencé déjà dès la fin de 2009. Tanja, ce n'est pas seulement le programme spécial, parce que le programme spécial a occupé presque tous les secteurs, que ce soit les seuils d'épandage, que ce soit les cultures maraîchères, que ce soit également la vaccination du cheptel. Il y avait beaucoup de choses qui ont été faites. Et en 8 ans, tout ce qui a été fait, c'est avec 100 milliards de nos francs CFA. Aujourd'hui, si on doit faire les mêmes réalisations, je sais que c'est des milliers de milliards que les gens vont dire. Ils ont besoin de ça pour réaliser ces activités-là. Donc, Tanja nous a laissé une pédagogie, c'était que le bien public était sacré. C'était vraiment une gestion plus ou moins saine qui était faite par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années. Par rapport également à l'administration, dans le cadre, maintenant je reviens de la Eurofondation, Tanja également avait initié quelque chose, c'était la dépolitisation de l'administration au niveau central. Il disait à tous les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, au niveau des ministères, prenez des cadres techniques. Pour les postes politiques, on sait où placer les hommes et les femmes. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que tous les retraités qui étaient utilisés au niveau de la fonction publique, qu'on puisse les remercier, mais s'ils veulent aider l'État, ils peuvent le faire d'une autre façon.
Ça, c'est un autre point. Le troisième point, c'était la question des contractuels. Il fallait voir comment résorber le nombre grandissant de ces contractuels parce qu'il disait que ce n'est pas normal qu'on prenne une personne qui est là, qui fait une activité, elle vieillit avec la barbe, avec des cheveux blancs et qui continue à être contractuelle. Et il avait intimé en ce moment la ministre de la fonction publique de réfléchir et de proposer des critères qui vont permettre d'insérer, de reverser ces contractuels-là dans la fonction publique. Ça, c'était des visions que si on avait commencé depuis ce temps-là, le nombre allait diminuer. Mais actuellement, avec ce qu'on vit, il y a des contractuels qui sont là et qui risquent de continuer dans le contrat jusqu'à l'âge de 60 ans, ce qui n'est pas normal. Une autre chose également qui lui tenait à cœur, c'était la prise en compte de tous les cadres compétents de quelque bord politique qu'ils soient au niveau de l'administration. Et il ne nous a jamais empêché de nommer des gens qui étaient dans l'opposition. On l'a fait et ils le savent et ils sont vivants, ils peuvent témoigner tôt ou tard. Malheureusement, après, actuellement, il y a des gens qui sont au chômage sans être à la retraite depuis plus de 12-13 ans, donc depuis le 18 février 2010, ce qui n'est pas normal. Et c'est l'État qui perd malheureusement. Il y a ceux qui s'en vont ailleurs, il y a ceux qui restent en faisant d'autres activités. Et ça, ce n'est pas bien pour le pays. Un autre également aspect, c'était par rapport à la création de pôles de croissance par région. Là également, c'était une idée qui était ressortie. Il fallait que chaque région, selon sa spécificité, puisse avoir un secteur d'activité porteur, phare, qui puisse permettre son développement. Je pense que je ne vais pas abuser également du temps qui m'est imparti, parce que je sais que quand on va rentrer dans les détails de tout ce que l'homme a fait et ce qu'il envisageait de faire pour le pays, on ne va pas finir. Et il y a des personnes qui sont là parmi nous qui témoigneront de tout ce qu'il a fait, de ce qu'il projetait de faire pour le pays. Et on ne peut que le remercier et également prendre en compte toutes ces bonnes œuvres, toutes ces belles perspectives qu'il voulait mettre en œuvre pour le Niger, perpétuer et partager cela avec ceux qui ne l'ont pas connu ou ceux qui n'ont pas travaillé de près avec lui. Je vous remercie. Peut-être au niveau de nos discussions ici, il nous a manqué un enchaînement logique pour que nous puissions parler d'abord de principes et peut-être parler ensuite des témoignages par rapport à ce que nous avons vécu avec le président Tanjan. Mais ce n'est pas grave quand cela ne tient, je crois qu'on peut toujours se rattraper. Moi je pense que pour aller très vite, lorsque nous allons parler en termes de république, nous voyons une construction quadrilatérale qui a peut-être une forme immatérielle mais qui peut aussi être matérielle. Parce que la République, c'est d'abord la nation, c'est l'espace dans lequel nous sommes, un espace physique fait d'un pays, d'un territoire avec des frontières, mais c'est aussi les hommes, citoyens et citoyennes que nous sommes, qui vivons dans ce pays et qui bénéficions des services publics qui pourraient être rendus par les institutions de ce pays. Maintenant, la troisième dimension dont je parle au niveau de la République, c'est les politiques publiques que nous définissons, que nous concevons, que nous mettons en œuvre pour nous rendre service à nous-mêmes en tant qu'humains. Parce que la politique est faite pour servir l'homme. Ce n'est pas à l'homme de servir la politique, mais c'est plutôt à la politique de servir l'homme. Donc cette troisième dimension, elle est extrêmement importante. C'est à travers l'élan politique, la conception de politiques publiques, qu'on évalue une république, qu'on évalue un régime, qu'il soit de gauche ou de droite, ou qu'il soit au centre. Donc c'est la politique publique qui détermine, disons, le référentiel et la différence entre les régimes, entre les gouvernants et même entre les partis politiques qui peuvent se dire de telle ou de telle autre obédience. La quatrième dimension, bien sûr, c'est les institutions.
les institutions publiques ou parapubliques qui sont basées sur la conception de ces politiques publiques et qui soutiennent tous les services à rendre aux citoyens. Alors donc je me résume en disant que la République, telle que nous la voyons, c'est cet ensemble quadrilatéral qui est fait de nations, qui est fait des hommes, qui est fait de politiques publiques et qui est fait des institutions. Et lorsque nous parlons en termes de refondation, il s'agit de refonder tout ça. La Constitution étant un élément de ça, eh bien, la refondation toucherait au premier lieu la Constitution parce que c'est elle qui, bien sûr, donne la charpente de tout ce qui serait comme politique publique, de tout ce qui serait comme citoyenneté, donc les rapports entre les citoyens et les gouvernants, entre les gouvernants et les citoyens, l'imputabilité et la redevabilité dont on attend beaucoup des citoyens. Donc je trouve que, quelque part, au-delà de ce que les gens peuvent retenir comme refondation de la Constitution, il s'agit de réfléchir sur la refondation de tout ce qui peut être comment on appelle, les piliers, le fondement de la République, bien sûr. Il s'agit de refonder tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons besoin de nous construire avec des articles tels que nous l'avons copié, tels que nous l'avons mimé d'ailleurs? Article 1, article 2, article 140 ou 200 ou 300. Est-ce que nous ne pouvons pas concevoir nous-mêmes un modèle de constitution qui soit propre à nous, qui réponde à nos aspirations et qui croise nos intérêts légitimes, sans pour autant qu'on soit en train de copier à la dictation napoléonienne? Le deuxième élément dont je parle, les textes ou les politiques publiques elles-mêmes. Est-ce qu'on a aujourd'hui besoin de partis politiques pour faire la démocratie dans ce pays? Est-ce qu'on a besoin de partis politiques pour animer la démocratie? Est-ce qu'on a besoin de partis politiques pour faire les élections et en arriver à la mise en place des institutions républicaines? Voilà. Ce sont ces questions que nous devons nous poser. Est-ce que nous avons besoin, même si le parti politique était là, la charte des partis politiques, telle qu'elle est conçue, plus le code électoral tel que nous avons vécu, est-ce que c'est de ça que nous avons besoin pour animer notre République, pour animer notre démocratie? Bien sûr, non. Je pense que c'est à tout ça que nous sommes en train d'être invités. C'est à ce genre de réflexion profonde, sans avoir peur intellectualiste, sans avoir peur de juriste, sans avoir peur de certains niveaux qui nous diraient attention, 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 on en a déjà connu. Nous ne sommes pas en train de chercher à faire une république de juristes, ou de magistrats, ou de militaires, ou de tout ce qu'on veut, mais on veut une république de citoyens nigériens qui puissent rendre des services à des citoyens nigériens. Donc la démarche c'est ça. Qu'est-ce que nous voulons? Dès lors que nous allons rentrer dans ces discussions, bien sûr nous serons habités constamment par le souci de mettre les citoyens nigériens au centre de tout ce qui peut animer la République, pour que cette République ne soit pas une République d'argent, comme c'est le cas aujourd'hui, pour qu'elle ne soit pas une République des affaires, comme ça ne soit pas une République aussi des hommes d'affaires et des affairistes ou de la camarilla. Je pense que ça nous l'avons vécu et c'est partant de cette expérience-là que nous devons réfléchir pour concevoir, pour ne pas être paresseux intellectuellement, nous asseoir, réfléchir et décider de ce que nous voulons pour le pays. Bien sûr, il y en a qui vont sourire pour dire, monsieur, d'où est-ce qu'il descend? De quelle planète il descend? Eh bien, je suis nigérien, je suis là en face de vous, je respire comme vous et je sens les mêmes préoccupations que vous. Donc, la question fondamentale, c'est celle-là. Qu'est-ce que nous voulons faire? Avec quoi nous allons le faire? Bien sûr, une république comme celle-là, elle ne sera pas bien sûr une république de la peur, mais ce sera une république d'innovation, une république de créativité, une république d'ingénierie dans laquelle tous les citoyens seront partie prenante dans sa conception, dans sa fabrication, dans sa mise en œuvre et dans son évaluation. Je prends le cas de politique publique. Tout à l'heure, on a parlé de politique minière ou de politique pétrolière, mais ces politiques-là, d'où est-ce qu'elles nous viennent? Ce n'est pas nous qui les concevons ici. C'est que la matière première de ces politiques nous vient de quelque part. À la limite, nous ajoutons Maradi pour remplacer la France ou remplacer Paris et nous mettons par exemple Niamey pour remplacer Aix ou Marseille. C'est cela. Donc, tant que ce n'est pas nous-mêmes qui décidons de nous-mêmes de concevoir ce qu'il nous faut, de créer ce qu'il nous faut, de croire à nos capacités de créer et d'aller vers ce que nous voulons, je pense qu'on ne sera pas en train de faire la refondation. Donc, il ne s'agira pas seulement de s'arrêter à changer l'ordre de la Constitution, de reformuler la Constitution, mais y compris tout ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a dans la périphérie de la Constitution. Je prends l'exemple des institutions. Tout à l'heure, ma soeur Soda a évoqué le cas des ministères ou des institutions. Moi, je fais partie du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Pendant que j'étais avec Tange, notre ministère avait 7 directions. 7.
Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a 35 directions en son sein. Donc imaginez 35 institutions, 35 cadres qui sont appelés à faire le travail de 7 cadres. Encore faut-il qu'ils le fassent mieux, ce qui n'est pas évident. À l'époque où on était avec Tanja, chaque direction avait 3 ou 4 services à l'intérieur, soit un total de 20 services au sein d'un ministère. Mais aujourd'hui, si vous avez 35 directions, multipliées par 4 divisions ou services, ça va faire à peu près 140 services au sein du ministère qui concourent à faire le même travail que faire à peu près 20 services à l'époque. Où est-ce qu'on va avec ça? Cette inflation institutionnelle, je pense qu'il nous faut arriver à un modèle des institutions de l'État bien calibré, bien reformaté, bien reformé, n'est-ce pas? Qui pourrait être certaines, dont on serait certaine que celles-là, telles qu'elles ont été conçues, telles qu'elles ont été mises en place, ce sont elles qui rendent le service maximum aux citoyens qui en ont besoin. Alors, partant de ça, j'ai seulement évoqué la question de notre élan de revoir ce que nous mettrons dans la refondation, au-delà de la Constitution, au-delà des textes de la République, au-delà des institutions. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'un CESOP? Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'un gouvernement tel que le composé? Nous avons quitté un moment où nous avons jusqu'à 45 à 50 ministères dans un gouvernement. La preuve aujourd'hui avec 21 ministères, ça veut dire qu'on peut aller avec. On peut même aller à moins que ça. Et à l'intérieur de chaque ministère, il n'est pas question pour nous faire une inflation, pour gonfler les ministères, les rendre clientélistes et recruter des clients politiques au sein de ces ministères. Ça, je vous le dis, c'est sans compter ce qu'on a créé tout récemment, les agences, les commissariats, les hauts commissariats, les autorités, les hautes autorités, je ne sais même pas maintenant. Pardon? Les cellules. Mais les cellules qui sont là, qui gravitent autour de l'administration centrale, mais dont on ne comprend pas très bien à quoi elles renvoient. En dehors du fait qu'elles consomment du budget, en dehors du fait qu'une fois qu'elles sont créées, elles deviennent plus importantes que les structures régaliennes. Regardez ce qui se passe au niveau de ces institutions. Regardez un peu la manne, un peu comment ça fourmille autour des agences, autour des commissariats, comment ça bouge. Ça veut dire que quelque part à l'intérieur, il se passe énormément de choses. Le grand patriote que je nomme le président Mamadou Tandja. Tout d'abord, Nuhu a presque tout dit. Et il a été appuyé par ceux qui m'ont précédé. Mais j'ai retenu, bien sûr, donc dans les propos de Nuhu, il avait dit que c'est Kounké qui a chassé Formose, c'est-à-dire la Chine capitaliste, pour ramener la vraie Chine, la Chine populaire, la Chine communiste de Mao. Et donc pour cela, il pense que Kounché est plus gauchiste que qui, vous savez, c'est-à-dire les gens du PNDS Taraya. Mais les gens du PNDS Taraya ne sont pas du tout gauchistes. À plusieurs fois, quand je vois Massaoud, j'ai dit, mais est-ce que vous savez même ce que c'est que le socialisme? Mais les gens du PNDS, là, ils ne sont rien, ce n'est que des voleurs. C'est tout. C'est tout ce qu'ils savent faire. D'autre part, j'ai entendu Nuhu dire que la fronde contre la 6e République, que l'on appelle communément Tazarké, était même au sein du MNSD. Mais c'est vrai. On peut dire même que c'est parti de là. Je vais vous dire que les militants ont été manipulés
par certains dirigeants bien connus. Ils ont été manipulés et intoxiqués avec des arguments ethno-régionalistes. Il faut le dire. Il ne faut pas cacher ces choses. Moi, je ne les cache jamais. Aujourd'hui, j'ai une plainte à la PJ avec des preuves donc de ces types de propos. Et je suis beaucoup dans les réseaux sociaux. Ceux qui suivent les réseaux sociaux, ces propos-là reviennent toujours de la part de ces militants intoxiqués et manipulés. Et d'habitude, pour essayer de mépriser le Tazarké, il n'hésite pas à dire que pour quelques chantiers non réalisés, c'est ça on veut faire le Tazarké. Donc c'est pourquoi il m'a été confié justement donc de parler un peu des grands chantiers lancés par le président Tandja, des projets véritablement structurels qui, s'ils n'avaient pas été sabotés, en Afrique occidentale, il n'y aurait pas d'eux comme le Niger. Sur le plan du développement économique, et je vous assure que la BCEAO allait nous revenir. Donc, je vais m'expliquer. Je vais d'abord donner les projets en cours de mise en œuvre, c'est-à-dire en 2010, 2009, 2010. Donc, vous avez le deuxième pont de Niamey. Le deuxième pont de Niamey, il y a des ministres qui sont ici. Le projet, quand il a démarré, donc c'était un marché. Le marché était chiffré à un peu moins de 50 milliards. Le président Tandja a dit c'est trop. On a diminué. Et une fois il est parti en Chine, donc dans les négociations du pétrole, il a donc soumis sa question aux Chinois qui sont venus, ils ont fait les études et ils lui ont promis de faire le pont à 20 milliards, le deuxième pont. 20 milliards. Et on dit qu'il dit de ne plus lui parler d'un pont de 40 ou de 50 milliards. C'est fini, ce problème est réglé. Et le chantier a démarré. Les programmes avec les Chinois aussi, le pétrole s'est développé. Et il dit, Monsieur le Président, ce sera un don chinois. Vous ne payez plus. Donc même le troisième pont est dans la dynamique du deuxième pont. On peut dire que le troisième pont même, c'est la dynamique du président Tandja. Puisque les deux ouvrages sont axés sur la question du pétrole. Et la question du pétrole, quel que soit ce qui est fait, et nous remercions le Premier ministre Ali Zen qui a rétabli cette vérité. Donc, maintenant, le port sec de Dosso. Le port sec de Dosso, la pose de la première pierre a été donc effectuée.
Après, il y a eu le pétrole. Il y a eu le pétrole. Le pétrole, je disais donc que le Premier ministre Zen, lorsqu'il lançait l'exploitation du brut, a rétabli la vérité. Le pétrole, là, c'est le président Tandja qui s'est battu pour le faire sortir. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je discutais avec des économistes. Ils ont dit non, on a tout fait pour qu'ils ne fassent pas la raffinerie. Parce que pour qu'une raffinerie soit rentable, il faut 100 000 barils par jour. Tandja a fait créer la Soraz avec seulement 20 000 barils par jour. Et aujourd'hui, l'histoire a rétabli la vérité. N'eût été la Soraz, les autorités escadrilles, on n'allait pas tenir une semaine. Parce que la coupure de courant sera totale. Et d'ailleurs, personne n'en sera à pied. Il n'y aurait pas de carburant. Donc la résilience, là, c'est ça. C'est encore Tandja. Le pétrole, si Tandja était là, de temps en temps, on entend les conversations. Lui, il avait prévu ne pas vendre directement le pétrole aux pays voisins. Dans son plan, il fait un tuyau, un pipeline pour le raffiner jusqu'à Kano. Il vend au Nigeria parce qu'eux, ils ont des problèmes d'asseoir une raffinerie. Et il se fait payer par le brut en attendant que le brut du Niger arrive à l'océan. Là, j'ai vu dans des comment dirais-je, dans les réseaux sociaux, des gens qui expliquaient que Tandja voulait que le carburant passe, le brut passe par le Tchad puis le Cameroun, et que ça discutait, c'est les gars nos gars qui l'ont amené, c'est faux. C'est Tandja justement qui voulait que l'oléoduc traverse le Niger jusqu'au Bénin, qui est un pays avec qui nous nous connaissons bien. Et c'est vrai. Donc vraiment, quand on est unis par l'histoire et la géographie, ce n'est pas des individus qui peuvent changer l'affaire. Et pourquoi? Parce que la voie nigériane, c'est la plus courte, mais la voie nigériane, même leur brut, ils volent, à plus forte raison pour un autre. Donc c'est l'insécurité totale. Et l'autre, c'est deux pays qu'il faut traverser, deux transits. Or que le Bénin, de toujours, nos produits ont passé par là. Et aujourd'hui, on est fâché, il faut se tranquilliser, c'est une affaire d'un individu, ça va passer. Donc, et je voulais finir pour cette question de pétrole. L'éléoduc, là, normalement, en 2013, il devait être opérationnel. Après, il y a donc le barrage de Kandadji. Le barrage de Kandadji. Mais le barrage de Kandadji, il était terminé. L'entreprise qui devait faire le barrage est même choisie. En 2010, en février 2010, il n'y avait que des papiers à faire. C'est encore les Chinois. Et son coût, c'était 300 milliards. Après, il y a eu des madar, on a changé. Après encore, on a changé. Quand le régime de la Renaissance est venu, on l'a encore changé. Un ouvrage qui devait coûter
300 milliards a été finalement chiffré à plus de 700 milliards et on pensait que ça va atteindre 900 milliards vers la fin. Autre projet qui a démarré, l'abattoir frigorifique de Niamey. On a convaincu qu'il est plus économique et plus rentable d'exporter de la viande que d'exporter du bétail sur pied. Parce que on perd les sous-produits. Et donc, les gens ont été convaincus d'exporter dorénavant de la viande aux pays voisins et même ailleurs. Le président Tandja a dit « Ah, il faut faire des abattoirs frigorifiques qui vont marcher avec les normes internationales. Si vous faites un abattoir contraire, un jour on va vous dire que il y a du Covid dans votre viande et vous ne pouvez plus le voir. » Et ainsi le projet a été lancé. 7 milliards de francs CFA ont été injectés. Les travaux ont commencé. Parce que là, il a versé l'argent peut-être un an avant et après, il a menacé. Donc l'entreprise, je crois qu'elle était néo-zélandaise, elle est venue, elle a commencé. Et il a dit aux inspecteurs d'État d'aller vérifier si les travaux ont commencé. Donc, les inspecteurs d'État m'ont embarqué, j'en étais un. On est allé sur le chantier, moi j'ai vu le chantier. En février, le chantier a démarré. Donc, parmi nous 3 inspecteurs qui étaient là, on a tourné. Le directeur du chantier néo-zélandais, il a compris que c'était moi l'ingénieur. Il est venu directement me voir. Il m'a dit vraiment de venir voir. Il a tout amené. Le ciment, le fer, tous les matériaux, et il m'a montré les stocks. Il a dit, lui, son problème, c'est la cadence de production du béton. Il dit, les bétonniers ne lui donnent pas par jour la quantité de béton. J'ai dit que bon, je peux voir, il y a des Chinois qui ont fait le deuxième pont, ils ont presque fini, je vais les voir. J'ai pris son numéro, j'ai vu les Chinois parce qu'ils me connaissaient. En tant qu'enseignant, presque chaque mois, j'étais avec les étudiants sur le chantier. Je leur ai donné le numéro, ils se sont contactés. Le directeur de chantier m'a appelé. Il m'a dit, merci beaucoup, ils se sont entendus, mais de revenir dans un mois. En tout cas, tout ce qui est béton est fini. Et quand on était parti, les fondations sont finies, c'était haut. Les poteaux étaient en cours. C'est-à-dire, pour moi, c'est un chantier irréversible. Le 18 février, il y a eu le coup d'État. Bon, nous avons été dispersés. Et un jour, vers 2012, je passais dans la zone, j'ai dit, mais attends, je vais aller voir l'abattoir. Je vous assure qu'il n'y avait rien. Rien. Donc 7 milliards ont été injectés dedans. Donc, je pense que de tels dossiers ne doivent pas être ignorés par la Coldef qui a été mise. Ça, c'est des faits réels. On ne doit pas, dans un pays, les moyens de l'État, nous a dit que c'est sacré. Nul ne doit prohiber les biens de l'État parce que c'est le bien de tout le monde. Donc ça, c'est des projets avancés qui ont commencé. Après, il y a les projets
en instance de démarrage en 2010. Ce que j'ai dit là, c'est les projets qui, ça a démarré. Maintenant, en instance de démarrage, en 2010, ils allaient démarrer. Il y a la centrale thermique de Salkadamna. Je crois que en février, la date de la pose de la première pierre est même annoncée. Il y a donc la cimenterie de Kao. La cimenterie de Kao. Ça aussi, ça devait démarrer avec une innovation introduite par le président Tandja. Parce que le partenaire chinois, quand ils se sont vus, il leur a demandé d'aller voir la cimenterie de Malbaza. Ils sont partis voir la cimenterie de Malbaza. Quand ils sont venus, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez remarqué là-bas? Ils ont dit, non, ça fonctionne bien. Il a dit, bon, vous n'avez pas remarqué que le village qui produit le ciment, tous les bâtiments sont en banco. Ils ont dit oui. Il dit qu'à Kao, il ne veut pas ça. C'est leur village qui produit du ciment. Donc, toutes les maisons du village, des habitants, il faut qu'ils les appuient pour le construire en dur. Ça devait être inscrit dans les clauses. Il y a l'exploitation de l'uranium. On n'a pas besoin de s'éterniser. Imouraren, la deuxième plus grande mine d'uranium du monde, devait démarrer en 2012. Tandja, tout le monde a suivi les péripéties avec donc, la présidente d'Areva là, et même Sarkozy est venu à cause de ça à Niamey. Donc, Tandja a dit 2012, ça doit démarrer. On a signé, c'est comme ça. Que le coût de l'uranium soit en haut ou en bas, ça doit démarrer. Bon, ça n'a pas démarré. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas démarré. Et nous pensons même que ça doit être expiré, ça doit être dans le domaine public aujourd'hui. Après, il y a l'exploitation du minerai de fer de Kirtachi. Tandja a dit rapidement, donc il faut exploiter ce minerai-là pour faire du fer à béton et des profilés. Le fer à béton, tout le monde connaît. Les profilés, là, les IPN, tout le monde connaît. Ce n'est pas difficile de faire, il faut des filières. On coule le fer, ça prend la forme. À Kano, là, on fait du fer à béton. J'ai été dans une usine de fer à béton à Kano.